Comment ça va par là? Ouais, ça fait plaisir de vous voir là. Vous avez vu, l'idée du jour, c'est vraiment un petit live entre nous, tranquillement, voilà, pour discuter, pour papoter. Je suis grillée de ouf. À vous, tu voulais profiter de ton make-up de qualité. Mais tellement, les gars, il fallait rentabiliser l'action. J'ai fait 10 000 stories, on a tourné une vidéo YouTube. Il fallait qu'on fasse un live, voilà. Parce que pour une fois que je me maquille autant, il fallait le montrer. Oh, je vois qu'il y en a certains. Je retrouve les pseudos et sur YouTube, et sur Insta, et sur Twitch. Et ça fait plaisir, vous êtes partout, c'est trop bien. Ah, voilà, Lisabeth qui demande comment va Elana. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que peut-être qu'il y en a certains qui l'ont pas vu, c'est un petit chiot beaucoup trop mignon, plein d'amour, de gentillesse, de beauté, de tout ce que vous voulez. Tout ce qui est positif, c'est Elana, d'accord? Qui vient tout juste de rejoindre la team d'Enthusism. Si vous ne le saviez pas, c'est que vous avez potentiellement pas encore vu notre dernière vidéo YouTube. Et qu'attendez-vous, les gars? Je vous la présente en long, en large et en travers. Elle va très bien, mon petit chat. Elle progresse de jour en jour. C'est un truc de fou. Peut-être que j'en parlerai un jour sur YouTube de la différence entre adopter un cheval et adopter un chien. Parce que pour moi, c'est la première expérience chien de toute ma vie. Franchement, c'est fou, c'est fou. Moi qui avait l'habitude de vivre au quotidien avec un cheval, j'aime autant vous dire que vivre avec un chien, c'est incroyable. Genre, ce que ton cheval, il te faut 9 ans pour lui apprendre, le chien, il lui faut 45 secondes pour l'assimiler, c'est incroyable. Didohan du Hura qui me demande à quel moment tu te reposes. Les gars, on dormira quand on sera mort. Lolo du 745 qui me dit parle un peu moins vite peut-être. Alors je sais, alors ça c'est un grand débat avec Lucas, d'accord? Et vous êtes mais tellement nombreux en message privé à me dire Mathilde parle moins vite, Mathilde parle moins vite. Mais les gars, je n'ai pas l'impression de parler vite, d'accord? Je m'en rends compte maintenant parce que vous êtes 10 milliards à me le dire tout le temps et que Lulu, ça le fatigue que je parle aussi vite parce que du coup je bug, parce que du coup je dois refaire mes phrases dans les vidéos, etc. Pour autant, c'est comme ça que je parle dans la vraie vie, donc il va falloir que je réussisse à parler un petit peu moins vite. À ce qui paraît, il y a des fois où vous avez du mal à comprendre ce que je dis tellement je parle vite. Ça me paraît tellement abstrait, mais ok, je vous crois, vous êtes tellement à me le dire, c'est sûrement extrêmement vrai. C'est moi qui fais ma forte tête à parler vite quoi qu'il arrive, mais je vais essayer de calmer un peu le jeu. C'est pas gagné parce que c'est pas naturel, mais je vais essayer, c'est promis. Sachez que s'il y a un truc qui me fatigue dans la vie, c'est les gens qui parlent lentement. Mais par lentement, j'entends... Vous voyez les gens qui viennent et qui disent t'aurais juste 2 minutes pour qu'on se pose sur un truc? Frère, et là, il y a déjà 40 secondes qui sont passées. Go, vas-y, on enchaîne. Ouais... C'était parce que... Et là, je vous raconte même pas, moi je suis comme ça. Allez, vas-y, crache le morceau. Allez, on y va, on y croit. Oh là là, c'est trop, ça me fatigue, mais bon. Mais bon, écoutez, il y a plus de gens qui parlent lentement que de gens qui parlent vite, donc il va falloir que je me mette à la page de ça. Silou qui dit pourquoi tu ne fais pas de vlog? Je suis très exactement en ce moment même en réflexion sur quelle caméra de vlog on va acheter avec Lulu pour pouvoir commencer à faire plus de vlogs sur la chaîne. Donc très bien, cette question tombe au mieux. On va vraiment investir là-dedans et partir là-dessus parce que j'aime trop en fait le format vlog. J'adore vous emmener dans mes journées via des stories. Et du coup je me dis que si de temps en temps il y a un jour où je fais un peu moins de stories pour faire un vlog et le sortir sur la chaîne YouTube d'Enthusism, ça pourrait être grave cool, non? Noachi qui dit tu es génial et tu me réponds souvent sur Insta et ton contenu est juste incroyable déjà. Merci beaucoup. J'essaye de vous répondre au maximum sur Insta, je vous jure, je donne ma vie. Genre le matin, des fois, vous devez recevoir des réponses de moi le matin à 6h du matin ou le soir à 23h parce que c'est les heures où j'ai tendance à répondre aux messages parce que c'est le seul moment où je me pose un peu en fait. Mais j'essaye de vous répondre au maximum, j'arrive absolument pas à répondre à tout le monde, je vous le dis direct, mais j'essaye de répondre au maximum à vos messages sur Insta, etc. et de tous les lire parce qu'ils me font vraiment beaucoup trop plaisir. Laetitia qui demande coucou maman, est-ce qu'un jour tu passeras à une vidéo par semaine? Très clairement Laetitia, je pense pas. Ça a été vraiment... je pense pas, mais rien n'est dit non plus, hein. Rien n'est gravé dans le marbre, on signe pas de contrat, etc. Mais pour l'instant, a priori non. Tout simplement parce que le fait de passer à une vidéo par semaine, ça va nous demander de faire plus de contenu et avoir tendance à être un peu redondant, ce qui est vraiment pas l'idée. Et en plus, moi clairement, ça fait bien 6 mois, 1 an que j'insiste auprès de Lulu, que j'insistais auprès de Lulu pour faire une vidéo par semaine. Et puis en fait, je me rends compte que pour garder un peu la fraîcheur et la pétillance et l'envie de tourner des vidéos, c'est bien d'en faire un petit peu moins en fait, parce que je passe mon temps à filmer des trucs, que ce soit des réels, des TikTok, des stories. Et si je veux garder un petit peu cette envie de filmer, pas juste filmer pour filmer, pas juste sortir du contenu pour sortir du contenu, moi personnellement j'ai pour l'instant besoin de une vidéo tous les 15 jours. Tu penses bientôt te consacrer à 100% sur D'Enthusism? C'est Lisa qui demande ça. Écoutez les gars, le seul truc c'est que moi si je pouvais me concentrer
serai à 200% sur Dentsusim dès demain, ce serait ok. Je suis prête, je n'attends que ça, je ne veux que ça. Le seul truc, c'est le financement. Pour être transparente avec vous, on est un petit comité, on est combien, 113, bah voilà, ça va, c'est la famille. La seule difficulté à vivre uniquement de la chaîne YouTube, c'est de gagner de l'argent. Parce que vous vous en êtes rendu compte, on fait pas beaucoup de placements de produits, si ce n'est même quasiment jamais, hein, on en fait vraiment très peu. Et c'est pas les vidéos que tu sors sur YouTube qui te rapportent beaucoup d'argent, c'est les placements de produits que tu fais autour, etc. Sauf que, bah, il y a une balance qu'on a envie de respecter entre l'envie de gagner de l'argent, parce que c'est quand même un sacré boulot tout ça, et à la fois l'envie de pas vous faire du placement de produits de tout et n'importe quoi, de produits blanchissement des dents, etc. Bref, j'exagère le délire, mais vous avez compris l'idée. Et pour trouver cette balance-là, eh ben, il va falloir faire en sorte de faire peut-être un petit peu plus de placement de produits sur la chaîne, tout en pouvant se regarder le soir dans un miroir et se dire ça va, je leur vends pas mon âme juste pour gagner de l'argent. Donc c'est en cours. Petit à petit, ça commence à pouvoir se faire. Pour l'instant déjà, on a une personne qui est à 100% sur Dentsusim et uniquement grâce à nos revenus YouTube, donc c'est déjà très très cool, et c'est Lulu qui est à 100% sur Dentsusim pour l'instant. Pourquoi pas, dans quelques mois, le rejoindre? Je n'attends que ça, je n'espère que ça, et la seule façon pour que ça puisse se passer, eh ben, c'est tout simplement que vous likez nos vidéos, que vous regardiez nos vidéos, que vous parliez de la chaîne autour de vous, et qu'on soit de plus en plus nombreux à chaque fois sur YouTube tout simplement, hein. Parce que plus vous allez être nombreux à regarder mes vidéos, et plus je vais avoir de chances de passer à 100% sur Dentsusim. Voilà, vous savez tout, vous savez tout. Fils qui me demande quels sont les pires inconvénients d'être propriétaire. Trop bien. Ça, si vous voulez bien, on va s'attarder un petit peu sur cette question parce que je la trouve juste génialissime. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un ensemble de vidéos que je m'étais préparées pour les tourner, que j'ai commencé à écrire, etc. Bah, l'une d'entre elles à laquelle j'ai pensé, genre il y a une semaine, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir propriétaire. C'est un thème qui, moi, m'intéresse beaucoup. Pour autant, je veux pas que ça vire au drama de oh mon dieu, quel pauvre je suis propriétaire de cheval, ce n'est pas une vie, etc. Et évidemment, non, c'est pas l'idée. Mais pouvoir se parler clairement, en transparence et entre nous, des petits défauts en fait à être propriétaire, des petits inconvénients du truc, parce que ben il y en a. Il y a par exemple le fait que j'ai beaucoup d'énergie, je me lève à 5h50 tous les matins pour aller monter mon cheval à la fraîche. Ceci étant dit, la vérité des vérités, quand le mardi soir on est en live jusqu'à minuit et que j'ai pas mangé et que le réveil sonne 6 heures plus tard pour aller monter au Landus du Gonjus dans le froid et la pluie, il y a des fois où tu resterais bien couché. Donc il y a des petits inconvénients comme ça. Être propriétaire est quand même incroyable malgré quelques inconvénients, je suis tout à fait d'accord avec toi Emalia, et d'ailleurs je crois que vous le voyez, je vis ma meilleure vie. Et je pense que l'inconvénient d'être propriétaire, c'est déjà le stress constant que ça te met. T'es souvent en stress que ton cheval aille bien en fait, tu te poses plein de questions, la remise en question constante, genre est-ce que ce que je fais c'est bon pour lui, est-ce que je prends les bonnes décisions, est-ce que mes choix sont les bons, est-ce que le travail que je lui ai appliqué est le bon, etc. Le fait de moins pouvoir partir en vacances parce que d'une t'as pas trop de thunes parce que tu payes beaucoup de choses pour ton cheval, et de deux tu t'es engagé à avoir ce cheval là, et quand tu pars 3 semaines en vacances, pendant 3 semaines il te voit pas, donc c'est pas ouf pour lui. Jayakaro qui dit trouver des personnes pour garder les chevaux quand on part en vacances, quand on a les chevaux à la maison. Ouais, ça c'est vrai que ça fait partie des problématiques auxquelles je pense pas, parce que personnellement j'ai pas mon cheval à la maison, mais effectivement trouver quelqu'un qui vienne nourrir tes chevaux, surveiller tes chevaux, et donc quelqu'un de confiance absolue quand t'es pas là et que tes chevaux sont chez toi, sacré stress aussi. Donc ça fait partie des choses où finalement l'un dans l'autre tu pars quand même quasiment pas en vacances. Et Ninon qui me dit est-ce que tu aimerais reprendre les concours avec Olandus? Et oui, tout à fait, ça fait partie des petits objectifs qu'on pourrait se fixer. Alors je sais que ça fait longtemps que je dis ça sans le faire, donc du coup j'ai pas envie de vous teaser un truc qui arrivera jamais, mais si un jour on ressort un concours, je vous le dirai. À savoir qu'encore une fois, moi je suis plus une cavalière à la maison qu'une cavalière en concours. Je suis meilleure préparatrice que compétitrice, donc j'ai pas besoin de me challenger à faire des concours pour pouvoir me motiver à essayer de progresser et à aller chercher toujours plus loin dans l'équitation. Ceci étant dit, pourquoi pas un jour. Et si c'est le cas, je vous ferai un vlog, vous inquiétez pas. Ah, c'est intéressant. Flepa qui dit est-ce que tu penses qu'une vidéo où Lulu explique son travail pour Dentsusim serait possible? Après, je comprends qu'il ne veuille pas. Comme vous vous en êtes rendu compte, Lucas, c'est l'homme fantôme sur cette chaîne. Il est derrière tout, mais devant aucune caméra. C'est grâce à lui qu'on a ce décor Twitch, que ce soit là derrière moi ou vous, ce que vous voyez à l'écran. C'est grâce à lui qu'on a des images qui, moi, me plaisent beaucoup, en tout cas sur Dentsusim. C'est grâce à lui qu'on a des super montages, etc. Pour autant, il aime pas trop se montrer, et je le respecte à 3 millions de %, chacun ses choix. Donc si un jour il est ok pour faire cette vidéo là, je pense que ça pourrait être tellement génial, puis en plus je trouve que ça serait trop gratifiant pour tout le travail qu'il fournit. Après, s'il a pas envie, je l'obligerai pas. Mais oui, c'est une vidéo que j'ai bien en tête également. Oh, ça c'est une bonne question. Est-ce que donner des cours d'équitation te manque ou pas spécialement? Et Kiklo qui me demande ça. Oui. Mais j'ai la chance de pouvoir donner des cours d'équit à Lulu. Donc ça, je me régale, mon cheval, mon mec, genre tous les trois dans la carrière, et c'est parti, la team Dentsusim au complet. J'adore lui donner des cours pour deux raisons. La première, c'est que Lulu est plutôt douée, et la deuxième, c'est que ça me permet de voir où
Hollandais à pied pour une fois et pas le voir du dessus, ce qui est assez rare. Donc c'est très cool de donner des cours d'équite à Lulu comme ça. En plus, bah, Lucas il a commencé l'équitation avec moi, donc il a été formé par moi de A à Z, donc c'est assez facile. Il connaît par cœur mon vocabulaire, il sait par cœur où je vais en venir dès que j'ai une phrase, et puis on se connaît plutôt très bien dans la vraie vie, donc ça va assez vite. Le seul truc, c'est que donner d'autres cours d'équitation à d'autres gens me manque aussi. Du coup, bah c'est pas dit qu'un jour je redonne pas quelques cours. Je pense que pas pour l'instant les gars. Sinon mes plannings de cours ça sera de 1h à 2h du matin le vendredi soir, d'accord, mais un jour peut-être je redonnerai des cours d'équitation. Je pense que ça me ferait très 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 plaisir. Et puis je pense que je suis plutôt faite pour ça. Voilà, il faut le dire. Ça me plaisait tellement, j'aime tellement ce métier-là que bah, ça marchait bien quoi. Du coup j'aimais bien et du coup ça me manque un petit peu. Donc j'en redonnerai un jour, pas tout de suite, mais un jour. Alors Zadig qui me demande est-ce que tu es quelqu'un de nature timide? Eh ben ça dépend avec qui je suis, j'ai envie de vous dire. Il y a des fois où si j'arrive dans un groupe de gens qui se connaissent déjà, ah ouais là je suis méga timide. Genre si je connais très peu de personnes dans le groupe et que c'est un groupe qui est déjà formé, je suis timide, je reste dans mon coin, je parle pas trop. Genre c'est bizarre de le dire comme ça mais c'est le cas. Genre je suis même capable de passer une soirée entière à juste me dire qu'est-ce que je fous là? Je vais rentrer chez moi discrètement, personne s'en rendra compte. Et à la fois quand je rentre dans un groupe où personne se connaît, style dans les rentrées des classes par exemple, premier jour de cours, ben là par contre c'était pas un souci, genre je parlais avec tout le monde et tout, c'était pas un problème, je sais pas, c'est trop bizarre. Donc il y a des fois où je suis ultra timide, des fois où je le suis ultra pas, je sais pas... Très bizarre la meuf. Je m'inscris pour le vendredi prochain à 1h du matin, ça va, c'est noté. Une idée pour être en contact avec les chevaux à moindre coût, j'ai dû arrêter à cause du manque d'argent. Je vous conseille très très clairement, bah déjà de passer du temps aux écuries. Alors je sais pas du tout si c'est possible en ce moment ou pas avec cette période un petit peu pourrie qu'on a depuis 1 an et demi. Mais passer du temps aux écuries pour continuer à... Même si vous n'êtes pas en train de monter sur les chevaux, même si vous n'avez pas le financement pour monter sur les chevaux, continuez à vivre avec eux, apprendre à les connaître, apprendre à vous en occuper, faire les soins, etc. Et pourquoi pas, peut-être qu'un jour vous aurez la chance de, comme moi, tomber sur un moniteur qui aimera la relation que vous avez avec les chevaux. Je m'explique, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un moniteur qui s'est un peu pris d'affection pour moi et ma façon d'aborder les chevaux et le fait que c'est pas un cerveau que j'ai dans la tête, c'est un cheval clairement. Et ça depuis très longtemps. Et à l'époque, je montais très peu à cheval, toujours pareil, pour une question de financement, parce que ça coûte très cher et parce que vous-même vous savez qu'on peut pas en faire autant qu'on veut. Et donc c'est un moniteur qui m'a proposé d'échanger. Alors c'était pas du travail parce que j'étais tout à fait mineure, mais on va dire de l'aide aux écuries et de l'aide costaud les gars, genre de l'aide où il te faut toute l'énergie du monde. Et en contrepartie, il me donnait des petits cours, il me permettait de monter des chevaux à côté et tout, et c'était beaucoup trop cool. Donc ça a été vraiment quelque chose que j'ai moi après mis en place dans les centres équestres où je suis passée, c'est-à-dire qui dit cavalier qui donne des vrais coups de main aux écuries, mais par vrai coup de main j'entends vrai coup de main, genre c'est pas une fois de temps en temps tu me sales un poney, c'est tu me donnes un vrai coup de main, je peux compter sur toi, je te veux dans mon équipe, d'accord? Et ces cavaliers là, j'avais tendance à leur donner des cours gratuits, leur faire monter des chevaux de temps en temps, etc. C'était vraiment vu avec mes patronnes comme étant ok, genre telle personne et telle personne et telle personne, elles font le travail, elles abattent le travail clairement d'un employé classique, donc notre façon de les payer ça va être de leur faire monter un cheval de temps en temps, et ça marchait super. Du coup c'était une écurie où tout le monde cédait parce que t'avais pas l'impression d'aider juste pour être surexploité, en fait on n'exploitait pas juste ta personne, t'étais reconnu pour ton aide, et c'était de l'aide avec par derrière la chance de pouvoir monter à cheval gratuitement. Ta façon de payer ton cours ça avait été d'aider, et du coup ça marchait bien comme ça. Du coup je te conseille de te rapprocher des écuries dans ce sens là, et puis continuer à checker sur les groupes Facebook, parce que c'est pas rare que dans les groupes Facebook on mette je le vois passer genre dans certains groupes dans lesquels je suis, recherche une personne pour faire les soins à mon cheval, recherche une personne pour monter mon vieux cheval avec moi quand je pars en balade avec mon jeune, etc. Et donc ça peut être une façon de monter à cheval gratuitement, de faire des soins aux chevaux gratuitement, etc. Donc cherche en ce sens là et tu vas trouver, c'est sûr et certain. Enfin, vous allez trouver. Quel moment de notre vie peut-on être propriétaire ou DP? Ça c'est pareil, j'en avais vite fait parler dans une vidéo sur Dance With Him. Allez, je vais essayer de retrouver la vidéo avec vous. Alors là j'en avais parlé dans convaincre ses parents de nous acheter un cheval, celle-ci, et j'en avais parlé... là, avoir son cheval. J'avais mis combien coûte l'entretien d'un cheval, mais on n'avait pas parlé que financier à ce moment-là, on avait parlé aussi de l'aspect temps que ça prend, etc. Et donc je pense que c'est vraiment important de se dire que avoir son cheval, on en a très envie. Pour autant, mais là il y a vrai débat, donc vraiment n'hésitez pas à réagir dans le chat, ça m'intéresse de ouf qu'on discute comme ça. On peut même en parler un moment, mais pour moi, être propriétaire, c'est très cool. Si on peut être propriétaire jeune,
tant mieux. Être propriétaire jeune, c'est à double tranchant. Quand je dis jeune, je parle jeune en âge, mais je parle jeune aussi en expérience d'équitation, parce qu'on peut avoir un cavalier de 45 ans qui est jeune cavalier. On peut avoir un cavalier de 75 ans qui est jeune cavalier. S'il a commencé l'équitation depuis 3 mois, il est jeune cavalier. On s'en fout de l'âge à ce moment-là. Donc quand on est jeune dans son équitation, c'est-à-dire qu'on a commencé l'équitation depuis peu, ou quand on est jeune dans son âge, eh bien, faut vraiment réfléchir au fait de devenir propriétaire. D'un côté, parce que quand on est jeune en équitation, on n'a pas encore tout à fait le recul et les connaissances au niveau des soins, au niveau des chevaux qu'on aimera monter plus tard, au niveau des disciplines qu'on aimera pratiquer, pour savoir quel sera notre bon cheval, entre guillemets. Quand on est jeune en âge, on sait pas trop où la vie va nous mener, et donc on sait pas trop si on va encore beaucoup grandir. Et dans ce cas-là, eh ben, peut-être que le cheval qu'on achète aujourd'hui, dans 5 ans, eh ben, il sera trop petit, donc on va être obligé de le revendre, alors qu'à la base on n'avait pas choisi de le revendre. Ou alors on va devoir faire des études dans une ville où on n'a pas envie de mettre son cheval, j'en sais rien, par exemple, vous venez de la campagne, vous achetez votre cheval et puis vous partez vers vos études, votre cursus scolaire en plein cœur de Paris. Ben, peut-être que vous avez ni les moyens financiers, ni l'envie de mettre vos chevaux dans des box en plein cœur de Paris. Et dans ce cas-là, eh ben, il faut vraiment réfléchir quand on est jeune cavalier, dans un sens comme dans l'autre, je le répète encore, à prendre un cheval ou non. Ceci étant dit, comme toutes les vérités absolues, c'en est pas vraiment une. Il y a des exemples partout autour de moi qui me prouvent que parfois, eh ben, un jeune cavalier avec un petit poney, eh ben, ça fait un cavalier vieux et épanoui et que ça marche très 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 bien. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge parfait, et c'est pas parce qu'on est vieux cavalier et en âge et qu'on a une situation qui est établie, genre j'habite ici et je bouge plus donc mon cheval aura des bonnes écuries, etc., qu'on trouve le bon cheval non plus, et ni que c'est le moment de devenir propriétaire. Il n'y a pas de bon moment, mais je vous conseille très fortement de prendre une feuille, de peser le pour et le contre. Tant qu'il n'y a pas vraiment beaucoup plus de pour que de contre, il faut pas y aller. Les contre, il faut être vraiment objectif, genre est-ce que je vais vraiment réussir à aller voir mon cheval au moins 4-5 fois par semaine. Je dis pas monter dessus 5 fois par semaine, 7 fois par semaine, ça on s'en fout. Le voir s'il va bien, voir si son moral va bien, lui faire les soins, lui apporter de l'amour, etc. Parce que bah, prendre un cheval, c'est aussi s'engager dans cette relation-là. Popo Cheval qui me dit combien de séances doit-on faire par semaine? Encore une grande question, et là encore c'est des débats à n'en plus finir. Pour moi, tout dépend du cheval, tout dépend de son âge, tout dépend de son background, donc de son passé, ce qu'il a fait avant d'être avec vous, ou depuis qu'il est avec vous, ça fait longtemps que vous l'avez. Construire un planning, c'est tout un programme. Pour ça, je vous conseille de toute façon de vous entourer d'un pro qui puisse vous aider et qui saura très rapidement, en fonction du cheval que vous êtes en train d'acheter ou du cheval que vous avez, ce qui sera bon pour lui ou non. Le nombre de séances par semaine a pas grand intérêt. Le plus important, c'est que le cheval ne fasse pas jamais, pour un cheval en bonne santé, jamais 24 heures de boxe d'affilée. Je prends position là-dessus, mais un cheval, pour moi, un cheval qui fait 24 heures de boxe, ça marche pas en fait. C'est inconcevable, clairement. Donc, pour empêcher ça, si vous avez des chevaux qui sont enfermés en box parce que vous n'avez pas d'autre choix, eh ben, il va falloir y aller tous les jours. Et dans ce cas-là, je dis pas monter tous les jours, mais faire des séances en dehors du box tous les jours, que ce soit des libertés, du travail à pied, juste prendre le temps de sortir le cheval du box, aller le faire brouter s'il y a de l'herbe, et s'il y a pas d'herbe, ben juste aller le faire marcher, être ensemble, le caresser, le brosser, voir s'il va bien, passer du temps avec lui, vous inquiéter de son mental, etc. Donc c'est une question qui est tellement large, ça dépend vraiment de tout ça. Si c'est un jeune cheval, ben évidemment on fait pas 7 séances par semaine sur un jeune cheval. Ce que je vais faire, c'est que je vais twister la réponse et que je vais vous parler de ce que je fais moi avec Hollandais. Vous l'avez vu, je suis au cheval tous les jours, il n'y a pas d'exception, genre s'il y a un jour où je suis pas au cheval, c'est vraiment très rare. Et du coup, bah, le cheval, mon cheval qui est pourtant en paddock toute la journée, il est dehors tout le temps, il a 7 séances par semaine. Sur 7 jours, ça fait beaucoup, me direz-vous. Mais du coup, j'ai 2 séances de dressage. Un coup, je fais dressage très dur, un coup, je fais un peu stretching, c'est-à-dire étirement, etc. Une séance d'obstacle, une séance de longe, une séance de liberté ou de travail à pied, où on travaille, soit juste il galope, il fait sa vie, soit il saute en liberté, soit juste il galope, soit on fait du travail à pied, et un jour de repos total, où je viens, je lui fais les soins, je le fais brouter, je lui fais des massages, etc. Donc, en soi, il a une activité par jour tous les jours de la semaine. Pour autant, il n'est pas monté 7 jours sur 7, il n'est pas bossé 7 jours sur 7 comme un fada. Emalia, YouTube ou Twitch, mais rien à voir. Sur YouTube, j'aime beaucoup parce qu'on est obligé de travailler la vidéo, y réfléchir en avance, on la monte. Et en fait, nous, quand il y a une vidéo qui sort sur YouTube, bah, ça fait déjà des heures et des heures et des heures, voire des semaines qu'on travaille dessus, qu'on la réfléchit, qu'on la tourne, qu'on la monte, qu'on la retouche, qu'on la revisionne, qu'on la exporte, qu'on l'upload, qu'on la prépare, qu'on la tease,
prise et enfin elle sort, enfin elle est entre vos mains et là bah après c'est vous qui décidez. Une fois qu'elle est sortie, je réponds à vos commentaires mais c'est rétroactif un petit peu, c'est bah trop tard. Elle est là, voilà, elle est posée là, elle vous plaît pas, je peux rien y faire. YouTube la met en avant, YouTube la met pas en avant, j'y suis pour rien. Donc ça, c'est ce que j'aime bien sur YouTube, c'est tout le travail en amont, c'est le fait de se dire mais Mathilde, une fois que ça sera sorti, tu pourras plus y toucher. Donc soit ça sort comme tu veux, soit ça sort pas, mais bouge-toi les fesses, elle sort dans 2 heures, faut que ce soit fait. L'avantage de Twitch, c'est que c'est genre je peux discuter avec vous en direct comme vous avez vu là, la même vidéo sur comment s'occuper du cheval que j'ai faite en la tournant et en la gravant dans le marbre, et ici on en parle mais en discutant avec vos expériences, vos retours, etc. Donc c'est méga intéressant, c'est ultra complémentaires les deux, donc je suis ravie d'avoir les deux chaînes, franchement je trouve ça trop cool d'avoir les deux. Comment as-tu toujours des idées de séances à faire avec Hollandais, car moi il y a des fois où je suis à court d'idées, c'est sa photographie qui me dit ça. Au niveau de la construction des séances, clairement le fait d'avoir été monitrice d'équitation, ça m'a beaucoup aidé, tout simplement parce que j'ai eu tellement d'heures de cours à animer dans ma vie que des idées d'exercice, j'en ai comme ça les gars, voilà, ça rentre même pas dans le cadre, d'accord, donc j'en ai comment faire comme ça. Voilà. Du coup, j'ai plein d'idées d'exercices en tête. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai la chance d'avoir petit à petit acquéri de l'expérience à cheval et de pouvoir sentir que, en ce moment, mon cheval, il a besoin de bosser ça. Et je sais que quand j'ai tel problème, je peux me servir de tel exercice pour arriver à une solution. C'est l'expérience et qu'est-ce qui fait ça. Plus t'en fais, plus t'en as en tête. Je vous conseille très clairement, si vous êtes à court d'idées, de télécharger Witod. C'est une application qui va vous permettre de vous donner des cours dans les écouteurs. L'inconvénient, c'est qu'on a des écouteurs à cheval. L'avantage, c'est que on a des exercices en fonction de son niveau. Genre, je suis galop 4 et je veux faire un travail longitudinal sur mon cheval, et je vais pouvoir me lancer la séance, varier l'amplitude au pas. Et là, vous allez avoir un cours de entre une demi-heure et 50 minutes en général, où vous allez avoir détente, exercice et fin de séance. Vous avez tout qui est compris. Et du coup, quand vous êtes à court d'idées, utilisez cette app-là, c'est vraiment trop bien. Et deuxième chose, je le dirai jamais assez, allez voir les pros autour de vous. Moi, quand j'ai des problèmes avec mon cheval, j'en discute avec les garçons aux écuries. Et du coup, j'en parle avec eux, genre, les gars, en ce moment, au Landus, il y a ça, j'arrive pas trop. Genre, la rectitude, elle est pas parfaite. J'ai toujours une épaule qui part à droite alors que l'autre reste à gauche, etc. J'ai bossé sur ça, vous en pensez quoi? Et dans la discussion, ils me disent... plutôt ça, enfin, tu peux choper des idées un petit peu partout. Et également, regardez bosser des cavaliers plus expérimentés que vous. Parce qu'ils vont avoir des exercices où tu te dis, mais comment je n'y ai pas pensé plus tôt? Évidemment qu'il faut que je bosse ça moi aussi, évidemment que nous, ça c'est une grosse lacune, évidemment que cet exercice-là nous aiderait dans notre progression, etc. Donc observez, discutez. Voilà, moi... Personnellement, à partir du galop 5, j'ai arrêté de prendre des cours d'équitation parce que j'avais plus d'argent. J'avais plus l'argent pour en prendre. C'est pas l'exemple à suivre, mais ça a été mon histoire à moi. Et du coup, comment j'ai fait pour continuer à monter à cheval et progresser? j'ai passé des millions d'heures en bord de carrière. Mais même en fait, quand j'étais galop 0, je regardais tous les cours du moniteur. Mais tous, je pouvais les donner par cœur alors que j'étais galop 0, les gars. Et je l'écoutais donner des cours à des galops 7 et dire aux galops 7, genre, allez, comptez vos foulées avant l'obstacle, etc. Donc du coup, à niveau galop 0, en pratique, j'avais déjà en théorie l'idée de compter ses foulées avant un obstacle, etc. Donc regardez vos coachs donner des cours, c'est méga important. Regardez des gens meilleurs que vous monter à cheval sans les critiquer comme des pimbèches comme on voit souvent dans les écuries, mais vraiment avec un œil genre je prends ce qu'il y a à apprendre et ce qui me plaît pas, je le laisse de côté, tant pis, ça me regarde pas. Et ça va vous permettre de progresser et prendre des idées quelque part que vous auriez peut-être pas trouvé de vous-même ou sur le plus long terme. Quoi qu'il arrive, même si vous regardez des cavaliers moins confirmés que vous, et ça c'est vraiment la monitrice d'équitation qui parle, genre moi en regardant monter des cavaliers galop 1, j'ai compris des trucs les gars. Tout simplement parce que je me dis, alors, quand elle se met à trotter enlevé comme ça fait un effet bizarre et du coup ça gêne le cheval dans sa locomotion. Du coup je vais lui dire de plutôt trotter comme ça. Je lui dis clac, ça réagit, clac, ça marche mieux, le cheval fonctionne mieux, et je me dis voilà, ça aussi ça fait partie des choses que moi je vais devoir faire attention, pas être à contre-temps dans mon trot enlevé, méga important. Et donc en regardant des cavaliers, mais même des cavaliers moins avancés que nous, on apprend de fou parce qu'on apprend aussi la façon qu'ont les chevaux de se déplacer. Au bout d'un moment, savoir quand est-ce qu'un cheval trotte bien et pas bien du premier coup d'œil, ça se fait quand on a jeté des millions de milliards de coups d'œil sur des chevaux. Je vois pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref, vous avez compris. C'est de plus en plus rare des écuries qui font passer le cheval avant l'équitation, et Malia, je suis pas d'accord, à vrai dire, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que on a tendance à voir le négatif beaucoup partout, et c'est pas trop ma façon de voir les choses. Il y a des écuries qui font passer la rentabilité avant les chevaux, mais pour avoir vraiment vécu ça de l'intérieur, mais il y a des cendriquaises qui sont pris à la gorge comme ça, avec des factures qu'ils doivent payer partout, etc. Et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est un milieu qui coûte très très cher. Et puis, je
suis pas d'accord en fait. Moi, dans les centres équestres où je suis passée dans des écuries où les chevaux de club, qu'on me dit tout souvent, oh là là, les pauvres chevaux de club, les chevaux de club qui sont pas bien traités, etc. Moi, j'ai connu au moins 2 écuries où les chevaux de club, c'était les rois, en fait. Ils étaient aussi bien traités qu'un cheval de proprio. Je déteste faire la différence entre les deux, mais c'est assez parlant. Et où les chevaux voyaient le dentiste, voyaient l'ostéo, etc. Donc, c'est pas si rare que ça. Il suffit de bien chercher. Et ça fait 1h20 qu'on est en live, les gars, qui est passé à qui 1h20 J'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on est en live. Je suis buggée. Allez, une question rapide. Noachi qui dit que tu l'as eu à quel âge, Hollandus? Donc lui, il avait 9 ans. Il allait vraiment prendre 10 ans dans les quelques jours qui suivaient. Et moi, moi j'avais 20 ans. J'ai eu en 2012. Juin prochain, ça fera 10 ans que j'ai hollandais, les gars. Ça fera 10 ans. 10 ans, ma minoucha. J'ai l'impression de l'avoir depuis 3 semaines. C'est incroyable. Genre, j'ai à la fois l'impression de l'avoir depuis toujours, que c'est une évidence, qu'on est nés ensemble et qu'on fera toute notre vie ensemble. Et à la fois, j'ai l'impression de l'avoir depuis si peu de temps. Si j'y réfléchis pas, j'ai l'impression que ça fait 1 an qu'on bosse ensemble et que du coup, on a encore toute la vie devant nous. Et à la fois, je me dis, ça va faire 10 ans que c'est le mien, mais c'est incroyable, incroyable. C'est un sel français et son caractère, c'est une merveille absolue. Un gentil cheval. Genre, ça, je le dirai jamais assez. Il est trop gentil. De toute façon, ça se voit dans ses yeux, les gars. Regardez les yeux de mon cheval et vous saurez qu'il est gentil. Genre, c'est incroyable. Et peureux. Voilà. S'il y a deux mots pour hollandais, c'est gentil et peureux. Baby Alien. Baby, non mais Mathilde, ça va. Oui, Baby Alien qui me dit, tu le montes à cru des fois. Non. Depuis 10 ans, j'ai dû le monter genre 2 fois à cru. Go mourir déjà depuis toujours. Je déteste monter à cru. C'est quelque chose qui me plaît pas du tout. On va pas se mentir, je suis pas la cavalière la plus maigroulette que vous ayez croisée dans votre vie. Donc déjà, le fait de pas être légère, ça me stresse de monter dessus parce que j'ai toujours l'impression de leur faire mal au dos. Voilà, que mon poids sera pas assez bien réparti et que je vais blesser le cheval sur lequel je monte. C'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, voilà, c'est le ressenti que j'en ai et du coup, j'ai pas envie de monter à cru sur les chevaux. Première chose. Deuxième chose, clairement, ça me plaît pas, j'aime pas trop. Les poils des chevaux qui te rentrent dans le pantalon, ça te pique toute la journée. Genre, est-ce que je suis la seule à ressentir ça? Non, mais s'il vous plaît, quelle horreur, je déteste. Et puis, c'est pas des sensations qui me waouh. Et enfin, mon cheval, il a un garrot comme ça, que je te raconte pas le délire quand t'es dessus. Et il a des allures, quoi, quand même, le petit. Hein. Si vous voyez le rebond qu'il a au trot, la poussée postérieure qu'il a naturellement quand t'es dessus accru, go t'accrocher comme tu peux. Donc, non, c'est pas ce que je préfère, monter accru. Pourquoi Hollandais n'a plus ses plaques aux antérieures? Eh bien, c'est simplement qu'on est dans un sol qui est bien meilleur qu'à Marseille. À Marseille, on évoluait tranquillement sur des cailloux et des sols extrêmement durs et secs et arides. Alors qu'à Cholet, tout est plus molletonné. Le sable de la carrière est excellentissime puisque je suis dans une écurie de cavaliers pro, donc où ils ont une carrière, c'est le top du top du top du top. Et les sols de balade, pareil, on lui déroule le tapis rouge à mon cheval, genre c'est des sols comme moi j'en ai jamais connu dans ma vie. De la terre, toute meuble, où le cheval peut bien aller tranquillement, genre c'est ni trop mou ni trop dur, bref, c'est incomparable par rapport à Marseille. Et du coup, au niveau de sa façon de poser le pied, c'est bien mieux, ça le blesse moins, il est plus à l'aise et du coup, il ne boite pas sans avoir les plaques aux antérieures. Du coup, on a fait sauter les plaques aux antérieures. Ça a été trop cool de discuter avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite sur Dansusim. Ciao ciao.